Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir en direct de ce superbe plateau installé ici à Paris, à l'initiative de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Nous sommes ensemble pour une heure d'émission centrée autour de la thématique des risques psychosociaux dans le cadre du télétravail. Quels risques, quelle prévention? Alors notre émission s'inscrit d'ailleurs plus largement dans un autre contexte, celui de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui cette année a pour thème l'instauration d'une culture positive de la sécurité et de la santé par la participation et le dialogue social. Alors une culture positive de la sécurité et de la santé repose sur l'inclusion avec la participation significative de toutes les parties à l'amélioration constante de la sécurité et de la santé au travail, ce qui nécessite forcément une communication franche et un dialogue fondé sur la confiance. Alors que nous restons confrontés à une crise sanitaire mondiale et à des risques persistants en matière de sécurité et de santé au travail, nous devons poursuivre nos efforts pour instaurer une forte culture en la matière, et ce, à tous les niveaux, bien sûr. Alors, il me semble que nous pouvons faire ici un lien des plus pertinents avec les sujets que nous allons discuter ensemble dans les minutes à venir. Il y a en tous les cas un constat indéniable: cette crise sanitaire d'ampleur que nous avons traversée depuis 2020 a généré un fait majeur. La santé psychologique des salariés semble s'être dégradée de façon assez significative. Qu'il s'agisse de démotivation, d'isolement, voire de burn-out, les faits sont révélés par de nombreuses études scientifiques en France, en Europe et bien au-delà. On va bien sûr y revenir. Autre fait important pendant cette période récente, le télétravail s'est imposé comme une forme d'aménagement du travail de plus en plus répandu dans les entreprises, plus généralement dans les organisations, générant ainsi une impressionnante métamorphose de la société salariale. Alors à ce titre, les récentes enquêtes menées par la DARES, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail, nous apportent des éclairages plutôt précieux sur la situation actuelle. On peut ainsi se référer aux deux plus récentes éditions de l'enquête Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre spéciale Covid, réalisée par la DARES avec l'appui de l'INSEE, parue en février puis en mars 2022, une enquête qui interroge chaque mois, vous le savez sans doute, les entreprises de 10 salariés ou plus dans les secteurs du privé non agricoles sur leur situation et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre. Alors, quels sont les principaux enseignements de ces études? Je vous en ai sélectionné 4 qui me paraissent utiles pour lancer le débat, bien sûr sans vouloir trop vous abreuver de chiffres. Alors premièrement, même si le recours au télétravail recule fortement en mars grâce au lever des principales restrictions, il reste néanmoins une réalité pour 21% des salariés qui ont été au moins un jour en télétravail en mars. Ils étaient encore 29% au mois de janvier. La part de télétravailleurs continue de diminuer. Les salariés sont moins nombreux à télétravailler l'intégralité de la semaine, avec 5% des télétravailleurs en mars. Ils étaient 8% au mois de janvier. Le recul est particulièrement fort pour la part des salariés qui télétravaillent 3 ou 4 jours par semaine, au profit des proportions de salariés qui sont en télétravail 2 jours dans la semaine. Cette catégorie atteint 39%, en augmentation assez significative de 21 points depuis janvier dernier. Alors le télétravail le plus pratiqué aujourd'hui, c'est 1 ou 2 jours dans la semaine. Il concerne 63% des télétravailleurs, alors que 24% des salariés télétravaillent une seule journée par semaine et 10% seulement quelques jours, voire demi-journée dans le mois. Un deuxième point important et sans doute positif est à retenir, même si la part des entreprises qui révèlent rencontrer des difficultés pour mettre en œuvre le télétravail est encore significative, à 36% quand même. Elle est toutefois en baisse de 6 points par rapport à février. Le plus souvent, les entreprises éprouvent des difficultés à organiser l'équilibre entre télétravail et présentiel, mais aussi à équiper les salariés sur place, dans les locaux, mais peut-être aussi pour le travail à distance, donc à la maison. Un troisième enseignement à retirer de cette enquête concerne les opinions portées par les entreprises sur les avantages et les inconvénients du télétravail. Celles-ci sont en effet un peu plus tranchées. Quelques illustrations. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à estimer que le télétravail permet à leurs salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de les rendre aussi plus autonomes. Il permettrait également le plus souvent de réduire
la fatigue ressentie. En revanche, il serait plutôt une source d'allongement de la durée du travail, notamment dans les entreprises de grande taille, et dans une moindre mesure, source de réduction du confort de l'environnement de travail. Et il tiendrait également à amoindrir le soutien apporté par les collègues et surtout le sentiment d'appartenance à un collectif de travail. Et enfin, le télétravail n'augmenterait que très légèrement les difficultés que les salariés rencontrent avec ces fameux outils numériques. Alors, quatrième et dernier enseignement, très rapidement, dans 25% des cas, les entreprises qui pratiquent le télétravail estiment que la majorité des salariés aspirent à télétravailler davantage. À l'inverse, dans 5% des cas seulement, elles jugent qu'une minorité souhaiterait moins télétravailler. Alors, si je résume, il est clairement établi que le télétravail peut apporter des avantages, que ce soit à l'entreprise, par exemple la flexibilité, l'optimisation de l'espace de travail, la continuité de service en cas de crise ou d'événements imprévus, et aussi aux salariés comme une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle ou encore une diminution de la fatigue liée au transport. Mais force est de constater qu'il peut tout autant générer des facteurs de risque psychosociaux comme l'isolement ou l'augmentation de la charge de travail et ainsi des effets néfastes sur la santé et la sécurité des personnes considérées. Enfin, un dernier élément de contexte est à considérer, à mon sens, pour bien poser le sujet. Je veux parler de la responsabilité de l'employeur, de l'entreprise, et la question légitime qui en découle pourrait être la suivante. Comment l'entreprise peut-elle prévenir et lutter contre le phénomène délétère de dégradation de la santé psychologique de ses salariés? Bref, vous l'avez compris, un sujet d'actualité passionnant, complexe, comme nous aimons vous en proposer pour vous être utile dans vos propres réflexions stratégiques, que vous soyez préventeur, responsable HSE, responsable RH, employeur, professionnel de santé et de prévention des services de santé au travail ou simplement intéressé par le sujet. Soyez les bienvenus. En tout cas, un point d'organisation juste pour rappeler que cette émission se doit d'être la plus interactive possible. Vous aurez donc la possibilité d'intervenir, de poser vos questions via le chat qui vous est rendu disponible. Nous ferons en sorte de prendre en compte un maximum de vos questionnements, de vos interpellations. Je crois que j'ai dit l'essentiel pour que nous soyons toutes et tous dans les meilleures conditions possibles. Je l'espère en tout cas pour appréhender ensemble le sujet du jour au cours d'un dialogue que je vais m'évertuer à rendre pédagogique et aussi convivial grâce à l'aimable contribution et collaboration de 4 prestigieuses invités qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et je fais tout de suite les présentations. Marianne Gauthier est avec nous, elle est ici. Marianne Gauthier, bonjour, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors Marianne Gauthier, vous êtes expert médical risques physiques et psychosociaux au sein du département études et assistance médicale à l'INRS. Il faut être précis. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que vous souhaitez rajouter pour compléter ce trop bref portrait? Donc, je suis aussi médecin du travail et au sein du département études et assistance médicale de l'INRS. Donc, nous nous préoccupons surtout des effets sur la santé liés à l'exposition au risque professionnel. Et donc, moi, je m'occupe plus particulièrement de ceux liés aux effets des horaires atypiques de travail, du travail sur écran, du télétravail et puis des risques psychosociaux. Merci pour ces précisions. Valérie Langevin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes également à l'INRS, très précisément expert d'assistance conseil sur les risques psychosociaux au sein du département expertise et conseil technique. J'espère que j'ai tout bien dit. Oui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc, de formation, je suis psychologue du travail. Donc, mon rôle consiste à aider les entreprises et les acteurs de prévention des risques professionnels à agir en prévention des risques psychosociaux. Donc, ceci passe par des conseils, des réponses à des questions d'assistance qui nous arrivent à l'INRS par mail ou par téléphone. Oui. Ça consiste aussi à rédiger un ensemble de supports de sensibilisation ou de supports méthodologiques pour aider les entreprises à agir en prévention de ces risques-là. Et enfin, un autre des volets de mon activité consiste à animer un réseau et travailler en réseau avec les services prévention des caisses régionales de l'assurance maladie risque professionnel. Très bien, c'est complet et précis. Merci beaucoup, madame. Notre troisième invitée, Agnès Martineau-Arbès. Bonjour, madame. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci de nous consacrer de votre temps. Tout va bien? Avec plaisir. Écoutez, ça va bien. J'ai une petite pression comme ça, mais ça va bien quand même. Bon, tout va bien se passer, comme diraient certains. Vous êtes médecin coordinateur santé chez Safran.
basé à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. Quelques précisions peut-être sur Safran et vos missions en particulier? Oui, donc je suis aussi médecin du travail comme Marianne. Et mon rôle principal actuellement depuis 2018, c'est d'assurer la coordination médicale santé monde du groupe Safran. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que j'anime le réseau des médecins et d'infirmiers de Safran et que actuellement, pour faire très court, on est tous particulièrement concernés par la situation qui est une situation sociétale et mondiale de tension psychique et de situation de mal-être, et notamment le mal-être au travail, c'est le sujet. Et nous sommes chez Safran en train d'élaborer une stratégie qui a 3 piliers pour favoriser la santé en entreprise. Et le pilier principal, c'est la protection de la santé mentale. On va bien sûr en reparler avec vous. Merci en tout cas d'être avec nous. Et enfin, j'accueille avec grand plaisir Héloïse Maillardet. Bonjour, chère madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Super. Vous êtes psychologue du travail à l'AMETRA 06, un service de prévention et de santé au travail dans les Alpes-Maritimes où il fait toujours beau. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter à ce portrait trop bref, évidemment? Alors, l'AMETRA 06, en quelques chiffres, hein, c'est environ 30 000 entreprises adhérentes de tout secteur d'activité, excepté le BTP et le secteur agricole. C'est également des interventions auprès d'environ 200 000 salariés. Et au niveau de ma mission, mais très rapidement, c'est en tant que psychologue du travail d'accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention des risques psychosociaux. Merci à toutes les 4, en tout cas, les présentations sont faites. On est très heureux de faire cette émission avec vous. On va entrer directement dans le vif du sujet. Je vais peut-être démarrer avec vous, Valérie Langevin, pour nous aider à bien définir finalement de quoi on parle aujourd'hui. C'est quoi les risques psychosociaux? On appelle ça aussi les RPS. Quels en sont les éléments constitutifs? Alors, on peut considérer que les risques psychosociaux sont des situations de travail où on va retrouver combiné ou non du stress, c'est-à-dire un déséquilibre entre les contraintes de l'environnement de travail et les ressources que les personnes ont à leur disposition pour y faire face. Les RPS, c'est également les violences externes, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des incivilités, de l'agressivité ou de l'agression de la part du public, que ce soit les usagers ou les clients ou les patients. Et troisième pan, si on peut dire, des risques psychosociaux, ce sont les violences internes, c'est-à-dire les problématiques de tension, de conflit entre des personnes à l'intérieur de l'entreprise ou entre plusieurs équipes. Alors les risques psychosociaux, ce ne sont pas des risques anodins, dans la mesure où ils peuvent avoir un ensemble de conséquences pour le salarié. Donc il est clairement établi que le stress généré par des situations de travail peut engendrer un ensemble de conséquences sur la santé, donc des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques, des atteintes à la santé mentale de type dépression ou anxiété, de l'épuisement professionnel qu'on appelle aussi burn-out, et enfin, dans les cas les plus dramatiques, des conduites suicidaires. C'est évidemment très sérieux tout ça. Héloïse Maillardet, en tant que psychologue du travail, peut-être vous souhaitez compléter ces éléments déjà très précis donnés par Valérie Langevin. Quels sont les engrenages qui peuvent se mettre en place dans ces différentes situations évoquées à l'instant? Alors, juste pour revenir sur la définition des risques psychosociaux, on les appelle risques psychosociaux parce qu'ils sont à l'interface de l'individu, le psycho, et l'environnement de travail, les rapports sociaux au travail et les conditions de travail, le social. Et donc, ces risques vont avoir un caractère qui est plurifactoriel. Au niveau des engrenages des risques psychosociaux, on peut avoir ces risques qui peuvent interagir entre eux, c'est-à-dire que dans une situation de travail qui est perçue comme stressante, cela peut provoquer ou favoriser l'apparition de violences, par exemple, et donc on va avoir une apparition de stress encore plus présente. Il va y avoir également des répercussions à un niveau organisationnel. On va avoir des comportements de retrait de la part des salariés comme le turnover, l'absentéisme,
Par exemple, on va avoir une baisse, une diminution de la productivité, par exemple, puisque lorsqu'on est en situation de stress, on peut avoir comment dire, des apparitions cognitives, c'est-à-dire qu'on va avoir une difficulté à se concentrer et donc potentiellement plus d'erreurs et donc ce qui va engendrer une diminution de la productivité. Merci pour ces premiers aspects importants de compréhension de ce que sont les RPS. Et il faut les confronter au thème particulier du télétravail. C'est bien le sujet du jour. Marianne Gauthier, j'ai rappelé quelques données issues de l'enquête réalisée tout récemment par la DARES. Quels sont les points que vous souhaitez éventuellement relever? Plus globalement, pourquoi est-ce qu'il faut parler de risques psychosociaux dans le cadre du télétravail? Quelle réalité, en particulier depuis 2020 et son avènement? Alors, concernant les résultats de l'enquête que vous avez cités tout à l'heure, tout d'abord, ce qu'on remarque, c'est que finalement, la part du télétravail a tendance à diminuer. C'est-à-dire que les entreprises se dirigent beaucoup plus vers un mode de travail dit hybride et avec la part du présentiel, enfin de la présence des salariés dans l'entreprise qui est de plus en plus importante. Ça, si on compare par rapport à une évolution depuis la crise sanitaire. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que les entreprises qui ont mis en place le télétravail sont de plus en plus nombreuses. Et ça, si on le compare à avant la crise sanitaire. Absolument. Et donc, il y a eu un changement, il y a eu une modification. Et enfin, que les entreprises ont visiblement pris vraiment conscience des avantages et des inconvénients du télétravail et sur leur organisation de travail et sur leurs salariés. Et donc cela, j'espère, ça laisse présager maintenant la mise en place de mesures de prévention concernant cette organisation du travail. Évidemment, émergent des risques particuliers à ces situations de télétravail. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Alors, donc il y a plusieurs risques qui génèrent des effets sur la santé, mais en particulier, donc puisqu'on est là pour en parler, donc les risques psychosociaux. Alors, donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une augmentation de la charge de travail qui est rapportée par l'ensemble des télétravailleurs. Donc, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est l'enchaînement de longues journées de travail qui peut être lié à un accès plus complexe aux informations qui permettent de réaliser son travail au quotidien. Ça peut être aussi lié à la difficulté à l'utilisation des outils numériques qui font perdre du temps. À une complexification aussi des interactions sociales qui permettent d'avancer dans le travail et de réaliser son travail. C'est aller chercher l'information auprès d'un collègue qui est dans le bureau d'à côté, ça va être plus compliqué s'il faut l'appeler, s'il n'est pas disponible. Ou la fameuse machine à café. Exactement. Et puis aussi, ça va être la difficulté pour certains à structurer leur journée, à avoir des horaires cadrés, comme c'est dans le cas dans le milieu de travail. Ce qui peut générer des risques psychosociaux aussi, c'est les rapports au collectif de travail qui ont changé avec l'érosion des moments de convivialité, comme ces fameuses réunions informelles autour de la machine à café et d'autres. Et puis pour certains, ça va générer un sentiment d'isolement ou même provoquer un réel isolement. Pour certains, le lieu de travail est un vrai lieu de sociabilisation. Bien sûr. Et puis cette notion d'appartenance à un collectif. C'est ce que j'allais dire, exactement. Ça veut dire qu'on est en phase, c'est parfait. Exactement. Et donc, ce sentiment d'appartenance à un collectif qui ne peut ne plus être là. Comment on accompagne les gens, justement, quand ils commencent à décrocher un petit peu? Alors, je vais en parler après. Je sais pas, mais vous voulez Non, mais allez-y, on peut... Bon, en fait, alors là, c'est vrai que le manager de proximité a un rôle très important. Et bon, je sais. Et puis les collègues aussi. Donc, il y a effectivement des petites choses qui peuvent être mises en place avec les chats dans les entreprises, donc qui permettent de communiquer de façon informelle entre collègues. Il peut y avoir aussi des boucles WhatsApp qui sont mises en place, se téléphoner. Les techniques existent, mais il faut aussi cette prise de conscience. Exactement. Pour que les gens ne restent pas isolés. Alors, Marianne Gauthier, un autre aspect très fréquemment évoqué par les télétravailleurs interrogés, hommes ou femmes bien sûr, c'est cette fameuse frontière devenue vraiment très poreuse entre vie perso, vie pro.
Je le dis comme ça parce que dans les Oui. entreprises, on le dit comme ça. Il peut y avoir du bon, mais aussi un peu de moins bon. J'imagine que dans les témoignages que vous recueillez, vous avez des éléments peut-être un peu plus fins. Alors, effectivement, donc ça va être ce que je disais précédemment. Donc, effectivement, certains télétravailleurs ont du mal à structurer leur journée de travail. Et donc, du coup, ils vont, donc les activités professionnelles vont déborder sur la vie personnelle et les activités personnelles vont déborder sur la vie professionnelle. Voilà. Et là, du coup, c'est vrai que le fait d'être au travail, ça permet de couper, finalement, de donner un cadre. Donc, on prend les transports en commun pour aller travailler. Donc, pendant cette période-là, en général, on ne travaille pas. Alors que quand on est à la maison, finalement, on peut gagner du temps sur ce temps de trajet et en profiter pour travailler. On est sur ses mails à 7 heures du matin. Exactement. Ensuite, quand on arrive au travail, on a des réunions organisées, on a le temps de repas organisé aussi avec les collègues. On est là pour travailler. Alors qu'à la maison, on peut gérer effectivement les problèmes liés aux enfants. Et puis du coup, on va déborder. Si on est obligé de faire quelque chose pendant la journée, du coup, on va le faire le soir à des heures qui ne sont pas celles du travail. Est-ce que les hommes et les femmes vivent le télétravail de la même manière? Est-ce qu'il y a une distinction à faire? Est-ce que dans les témoignages que vous recueillez, il y a des différenciations, on va le dire comme ça? Alors, donc, il y a eu une enquête qui a été faite par la DARES, donc, et qui a été publiée récemment en février 2022, mais qui rapporte finalement des interviews qui ont été faites en janvier 2021. Donc, je précise parce que janvier 2021, nous étions en période de confinement encore, avec du télétravail imposé. Donc, à cette époque, donc il y a eu des comparaisons de fait entre le télétravail ressenti par les femmes versus le télétravail ressenti par les hommes. Donc, les femmes télétravailleuses rapportaient, plus que les hommes, une augmentation de leur intensité du travail. Elles ressentaient également une augmentation de la pression liée au travail par rapport aux hommes, parce qu'elles disaient devoir penser à trop de choses et à recevoir plus d'ordres qu'elles percevaient comme contradictoires. Et elles ressentaient plus d'exigences émotionnelles, en particulier elles ressentaient plus les tensions au travail. Et enfin, donc, elles avaient plus de difficultés à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Une vraie différence. Oui, c'est alors. Ce que disent les. Voilà. Ouais. Bon. Ce sont des éléments. Voilà, alors là, c'est factuel, c'est ce qui a été rapporté. Étude, bien sûr. Bon, on peut imaginer que finalement, les tâches familiales sont. Il y a peut-être eu un peu plus de solidarité à l'intérieur des familles aussi. On peut peut-être aussi le dire comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Chacun a sa propre expérience. Tout le monde se reconnaîtra plus ou moins dans un portrait. Je me tourne vers vous, Agnès Martineau-Arbès. Qu'est-ce que vous constatez justement sur ce point dans votre pratique professionnelle? Télétravail chez Safran, ça a été mis en place également comme partout. Comment, quelles nouvelles modalités et surtout quel accompagnement pour vos équipes, aux salariés? Alors on a mis certaines sociétés du groupe avaient déjà des accords de télétravail, peu. Et à partir du premier confinement, on a fait du télétravail lié à la pandémie, lié à la crise Covid, donc en catastrophe en quelque sorte dans certains sites. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Il y a eu, je suis chaque fois que je regarde les résultats de nos enquêtes internes, il y a eu du génie dans la gestion du travail pendant cette crise, dans le monde du travail. Il y a eu du génie humain et les gens se sont adaptés tant bien que mal en sacrifiant parfois l'équilibre vie privée, vie pro, en trouvant de nouvelles organisations qui étaient inédites et complètement décidées à l'arrache en quelque sorte. Et ils ont continué de travailler. Ils ont continué de travailler malgré tout. Ce dont on se rend compte, c'est que au bout d'un temps assez rapide finalement par rapport à ce qui était demandé initialement, les gens réclamaient beaucoup de télétravail dans des endroits où ils n'étaient pas autorisés. Et au bout de quelques mois seulement, pendant la crise pandémique, on a vu des gens demander à revenir au travail. Et pourquoi ? Tout simplement parce que quand on télétravaille, on travaille plus longtemps. Ça, c'est tous nos questionnaires le disent en France et ailleurs, puisque nos enquêtes sont
On essaye de les déployer partout. Donc ça, je parle d'une situation que je constate partout. Donc en France, en fait, et ailleurs, ce qu'on constate, c'est que les gens qui travaillent plus longtemps quand ils sont à la maison. Il y a une intensification du travail, c'est-à-dire que quand on travaille à distance, on a de multiples réunions, Webex, etc. On connaît maintenant par cœur tous les outils. Il n'y a pas de temps de libre échange verbal, relationnel, qui faisait le lien humain quand on n'était pas en télétravail. On se connecte à l'heure fixe, on se connecte, on fait le job qu'on nous attend, et qu'on attend de nous, et puis on se déconnecte, on recommence. Et en fait, l'intensification du travail dont vous parliez, Marianne, c'est vraiment ça. Ce qu'on constate, c'est que les gens travaillent plus longtemps, mais en revanche, ont le sentiment de faire un travail de meilleure qualité. Et ça, ils sont plus efficaces. Ça, ce sont les chiffres des gens qui mesurent l'efficacité des personnes. C'est pas mon domaine. Mais ce qui est sûr, c'est que on a conclu que si on voulait que les gens soient efficaces, il fallait leur donner plus de temps de travail, ce qui est une boutade surtout. N'hésitez d'accord, c'est juste un peu ironique. Je ne crois pas une seconde de ce que je viens de dire. D'accord. Sont sérieux. Mais en fait, du coup, je voudrais vous demander, est-ce que vous constatez des évolutions sur le plan psychologique? Est-ce que des risques ont émergé sur cette dimension-là? Je m'adresse au docteur. Oui, clairement. Le télétravail cristallise des difficultés qui étaient antérieures. Et les cristallise de manière tellement évidente que maintenant, on ne peut plus nier la vulnérabilité. Nous sommes dans une situation, là, en avril 2022, où la vulnérabilité doit prendre sa place dans les entreprises, où elle doit être reconnue, elle doit être accompagnée, on doit être attentif à autrui, on doit montrer de la sollicitude et repérer le besoin, qui n'est pas toujours aussi bien exprimé. Et surtout, je pense que repérer le besoin, c'est l'idée de toutes les enquêtes qu'on a pu voir, mais l'étape d'après, c'est s'en occuper et agir de manière adaptée. On va évidemment en reparler. Merci pour ce témoignage. Héloïse Maillardet, constatez-vous que le télétravail et ces nouvelles organisations du travail dans les entreprises, dans les organisations d'une manière générale, induisent des RPS? Si oui, j'imagine que vous allez dire oui. Est-ce que vous pourriez citer quelques cas et comment on les repère et quels sont-ils? Alors effectivement, ils induisent donc le télétravail induit des risques psychosociaux, mais je modère mon propos dans le sens où finalement on n'aura pas la même proportion de difficultés lorsqu'on est à 100% en télétravail ou lorsqu'on est que à 2 ou 3 jours télétravaillés. Alors on va avoir un impact, comme on l'a dit, au niveau du lien social, du soutien social qui va finalement être absent, puisqu'on va être isolé physiquement par le fait. Toujours absent. Disons que ça se délite un petit peu. Alors, mais qui voilà, délite, mais alors, je généralise pas effectivement, mais lorsqu'on est à 100% en télétravail, c'est beaucoup plus difficile d'avoir du lien social et c'est vrai qu'il faut pas oublier ces personnes-là qui sont à 100%. Bien sûr. Au niveau des relations, on va être isolé physiquement puisqu'on est en dehors de l'entreprise. Donc physiquement, on n'est pas dans l'entreprise, mais on va être aussi potentiellement isolé socialement puisque pour pouvoir communiquer avec nos collègues, avec la hiérarchie, etc., il va falloir prendre le téléphone ou alors il va falloir faire un mail ou une visioconférence. Et on sait que les relations sociales est un besoin pour l'être humain. L'être humain est un animal social, tout à fait. Donc ça, l'isolement va poser des difficultés. Ce qu'on peut remarquer également, c'est le présentéisme. En télétravail, les personnes qui ne sont pas finalement en capacité de travailler, elles sont pas en capacité physiquement ou psychologiquement, elles sont par exemple malades, elles vont continuer à travailler parce que elles ne bénéficient pas. Alors ça peut être une explication, elles ne bénéficient pas du soutien que l'on peut avoir lorsqu'on est en entreprise, lorsqu'on se sent pas bien en entreprise, on va toujours avoir un
de nos collègues, on va avoir un manager qui va nous dire, écoute, rentre chez toi. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On discute et peut-être on va l'orienter pour aller voir son médecin traitant. En télétravail, on ne bénéficie pas de ce soutien-là, ce qui peut expliquer le présentéisme. Est-ce qu'il y a des typologies d'entreprises qui sont plus ou moins concernées par ces problématiques de RPS dans le cadre du télétravail, des métiers, des fonctions qui sont plus impactées que d'autres? Alors des typologies, comme je vous l'ai dit précédemment, en premier lieu, ça va être des entreprises qui ont mis en place le télétravail à 100%. Ensuite, on va avoir donc des entreprises qui sont du secteur tertiaire et également des entreprises qui sont dans la communication, les nouvelles technologies et l'informatique. Voilà pour le type de structure. Après, c'est vrai que ma réponse va être biaisée parce que pas toutes les entreprises font appel à nos services pour des problématiques de télétravail. C'est un appel, voilà. Tout à fait. Alors, cet échange me fait aussi penser à un certain nombre de choses un peu communes qu'on peut parfois entendre. Ça s'appelle des idées reçues. Alors, je m'en suis noté quelques-unes. Alors, le stress, ça fait partie du métier. Dans le numérique, par exemple, ou par exemple, il y en a d'autres, évidemment. Un peu de stress, ça peut être motivant. Alors, je vous soumets la question collectivement, mesdames. Quelles sont toutes ces idées reçues et surtout, comment est-ce qu'on les contre? Qui veut répondre? Moi, je peux peut-être commencer. Donc, effectivement, à l'INRS, on a fait un travail autour de ces idées reçues parce qu'on considère qu'effectivement, c'est en quelque sorte, agir contre ces idées reçues, c'est en quelque sorte un préalable pour engager une démarche de prévention. Donc, on en a inventarié un certain nombre. C'est parce que j'ai dit, vous le validez. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qu'on entend. Je valide que c'est une idée reçue, effectivement. Oui, bien sûr. Sur le fait que c'est une idée reçue, soyons précis. Voilà, donc on en a fait un inventaire. Donc, effectivement, il faut vraiment faire un travail dessus en préalable. Donc, ça passe notamment par de l'information, de la sensibilisation, voire même de la formation. Et l'idée, c'est de bien expliquer ce que sont les risques psychosociaux, ce que sont les facteurs du risque psychosociaux, on pourra y revenir, les conséquences que ça peut avoir sur la santé et comment on peut agir en prévention à la source de ces risques psychosociaux, on pourra y revenir. Mais ces 3 points, ils sont vraiment fondamentaux pour combattre ces idées reçues et pouvoir aller à l'étape d'après, engager vraiment la démarche de prévention. Merci. Une réaction simplement sur... Une réaction, c'est que le stress est effectivement une réaction naturelle. L'excès de stress et le stress chronique est très néfaste pour la santé. Et ce sont les situations de stress chronique qu'on observe en entreprise et qu'on doit traiter. Il faut y prendre garde. Mesdames, messieurs, juste un rappel, n'hésitez pas à formuler vos questions via le chat. J'en vois défiler quelques-unes, c'est très bien. On en soumettra évidemment un maximum à nos invités en dernière partie d'émission. Poursuivons dès lors notre dialogue, car après avoir parfaitement analysé des situations de risques psychosociaux, il nous faut aborder un sujet essentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces risques? Comment est-ce qu'on peut les prévenir? Alors, Marianne Gauthier, en matière de prévention des RPS dans le cadre du télétravail, quel est le rôle du manager? Qu'est-ce qu'il doit faire dans le cadre très spécifique du télétravail pour accompagner ses collaborateurs, ses équipes? Alors tout d'abord, il va devoir essayer de conserver un contact adapté et régulier avec chaque télétravailleur, chacun de ses collaborateurs qui télétravaillent en fait. Donc pour cela, il va devoir être particulièrement attentif aux salariés qui débutent, qui viennent d'intégrer dans son équipe et qui vont devoir télétravailler sans connaître finalement leurs collègues. Donc il va devoir vraiment les accompagner. Il va falloir qu'il soit attentif aussi aux personnes qui n'avaient pas l'habitude de télétravailler, donc aux nouveaux télétravailleurs, et il y en a beaucoup, qui ne maîtrisent pas forcément les outils numériques ou aussi bien que leurs collègues, qui ne sont pas pour certains habitués à être autonomes, et donc ça peut déstabiliser certains salariés de se retrouver presque livrés à eux-mêmes pour organiser leur travail à la maison, seuls, sans avoir les repères habituels qu'ils peuvent avoir quand ils sont sur leur lieu de travail, et puis la présence proche de leur responsable ou de leurs collègues aussi.
Donc c'est important qu'il fixe donc le manager avec chacun de ses collaborateurs les tâches qu'il va pouvoir réaliser en télétravail, qu'il fixe aussi, qu'il lui donne des objectifs clairs et réalistes, et puis qu'il fixe avec lui des priorités pour que la personne puisse savoir comment travailler et comment s'y prendre. Ce sera intéressant aussi qu'il fasse des points réguliers avec chacun pour évaluer l'avancement des travaux. Et puis, tout en lui rappelant quand même et en étant vigilant au droit à la déconnexion. C'est-à-dire que c'est pas normal que quelqu'un travaille la nuit, renvoie du travail la nuit, c'est pas possible. Et puis, bien sûr, il faudra qu'il soit vigilant à des petits signes de fatigue, de démotivation, de travail un petit peu de moindre qualité, voilà, des choses comme ça. Donc, beaucoup d'éléments très concrets et qui sont visibles, facilement visibles dans une organisation. C'est fait, c'est pas fait. Il y a le point, il n'y a pas le point. C'est ça. Alors, à titre individuel, voilà. Après, il va falloir qu'il fasse attention aussi au collectif. Donc, à son équipe pour garder le lien de ce collectif. Donc, pour ça, c'est important qu'il organise quand même des temps de présence de l'ensemble de son équipe sur place. On se retrouve de temps en temps. Et il faut. On est en équipe, comme nous aujourd'hui sur ce plateau, et ça fait plaisir de vous avoir, mesdames. Valérie Langevin, le rôle du manager, il est toujours déterminant, évidemment, mais peut-être plus encore dans ces situations de travail distanciel. Oui, effectivement, le rôle du manager, il est déterminant parce que de par sa position d'encadrement intermédiaire ou d'encadrement de proximité, c'est lui qui fait remonter les difficultés si besoin, qui fait en quelque sorte entendre un point de vue terrain auprès de la ligne hiérarchique. Son rôle, il est aussi déterminant parce que c'est lui qui met en œuvre les démarches de prévention. Donc c'est un relais très important pour agir en prévention des risques psychosociaux. Et au quotidien, dans le management de l'équipe, le manager de proximité a aussi un rôle à jouer. Donc, à l'INRS, on a élaboré un ensemble de conseils pour les managers pour agir au quotidien en prévention des risques psychosociaux. Donc, on ne va pas tous les citer. Il y a bien sûr la question de l'évaluation de la charge de travail que Marianne a évoquée précédemment. Il y a le fait de soutenir les collaborateurs. Donc, ça veut dire être disponible, à l'écoute, être présent dans les moments difficiles quand quelque chose n'a pas bien fonctionné. Et dans ce cas-là, apporter un soutien technique ou moral. Le manager, il est là aussi pour donner des pistes, des conseils, des pistes de progression et d'orienter vers les bons interlocuteurs au sein de l'entreprise si besoin. Le rôle du manager, c'est aussi de témoigner de la reconnaissance. Donc, ça veut dire être présent auprès de son équipe, s'intéresser à ce que chacun fait, essayer de comprendre le travail concret, et puis aussi reconnaître les efforts déployés, peut-être indépendamment des résultats, parce que parfois on peut engager beaucoup d'efforts dans son travail, et parfois pour des impondérables, on n'a pas forcément les résultats prévus. Donc ça, c'est aussi important. Un peu de reconnaissance pour l'engagement des personnes dans la réalisation de leur mission. Tout à fait. Marianne Gauthier, ces signaux faibles, comment on les repère? C'est pas si simple quand même. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour repérer ces signaux faibles? Est-ce qu'il y a des techniques pour aller les chercher, les détecter? Alors, ce que je disais précédemment, en fait, effectivement, garder ce contact régulier en étant attentif à chacun. Donc ça, effectivement, le manager se doit de le faire. On disait tout à l'heure, pardon, je vous coupe, mais tout à l'heure, j'ai entendu, les gens ne l'expriment pas toujours. Je crois que c'est vous, madame, qui le disiez. C'est pas simple. À distance, c'est encore... Voilà. Donc, alors, ça va être peut-être repérer certains petits signes qui peuvent être... qui vont être plus facilement repérables, d'autant mieux que le manager connaît bien son collaborateur. Ouais. Donc, par exemple, c'est quelqu'un qui d'habitude était présent très tôt le matin à des réunions, répondait ou alors était toujours présent. Ben là, il va moins se connecter. Voilà. C'est quelqu'un qui répondait à tous ses mails de façon très rapide, qui va moins le faire. C'est quelqu'un qui rendait son travail en temps et en heure, qui va décaler. Un petit changement, voilà. C'est quelqu'un qui visiblement
a des difficultés personnelles. Donc, le manager arrive à le savoir parce que, du coup, les collègues lui disent, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne met pas sa caméra en visio alors qu'avant il le faisait. Voilà, ce sont des petites choses comme ça, ou alors une certaine démotivation, donc qui font que ça peut être repérable. Être un peu plus attentif que d'habitude. Oui, puisqu'en fait, il va pas voir la personne. Voilà. Donc c'est vrai que le salarié qui arrive le matin, qui a une drôle de tête, on voit qu'il a pleuré et tout, on le voit. Alors qu'à distance, ça ne pourra pas se voir. Bon, ceux qui font toujours la tête, changez rien, c'est pas grave. Agnès Martineau-Arbès, pardon. Quelles sont, selon vous, ces bonnes pratiques à mettre en place en matière de management dans le cadre du télétravail? Alors, pour repérer les signaux faibles, je pense que on doit apprendre à tout le monde, aux managers qui sont les premiers soutiens de leurs collaborateurs en priorité. Et donc, il y a des formations qui s'appellent repérer, accompagner, aller vers un salarié en difficulté, et qui sont destinées à l'ensemble des fonctions support et à l'ensemble des managers. Parce que je pense que même si on n'est pas psychologue ou médecin ou infirmier ou professionnel du soin, on peut très bien percevoir quand quelqu'un est en difficulté, a fortiori quand on en a parlé, quand on a reçu une information et une formation pour ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place, qu'on doit absolument mettre en place. Mais l'étape d'avant, c'est permettre aux managers de faire confiance à leurs collaborateurs et surtout faire en sorte que cette confiance soit réciproque. Et ça, c'est un long chemin. Et avec le télétravail, on a vu comme ça apparaître des comportements anti-télétravail, d'hyper-contrôle, qui ont beaucoup nui à cette confiance. Je voudrais dire aussi que les managers sont des salariés comme les autres. Et par les temps qui courent, et ce qu'on observe, et de manière très chiffrée, puisqu'on est dans des organisations où on nous demande beaucoup de chiffres et de KPI, d'indicateurs, etc., alors que c'est le qualitatif qui compte le plus, mais néanmoins, on a des chiffres qui nous montrent que ce sont les personnes qui encadrent des équipes actuellement qui sont les plus en risque d'épuisement professionnel, et avec des indicateurs très très fiables, prédictifs, et notamment les questionnaires d'évaluation des facteurs psychosociaux. Il y a des facteurs qui protègent, et c'est pour ça que les gens restent au travail. C'est parce qu'il y a des facteurs psychosociaux qui sont protecteurs qu'on reste au travail. Et en revanche, les facteurs de risque actuels, c'est justement l'exigence du travail, la diversité des tâches, les injonctions contradictoires, la difficulté à gérer la multiplicité. Et ça, on doit s'en occuper, et notamment pour cette population. Forcément, je vais rebondir sur ce que vous dites, parce qu'il y a un autre écueil à éviter, sans doute, Madame Maillardet. Un truc du style, c'est toujours la faute du chef. Si ça marche pas, c'est la faute du chef, il répond jamais au téléphone, il est jamais là, etc. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce que là aussi, ça corrobore finalement. Complètement. Et ça, c'est une idée reçue. C'est de donner la possibilité aux managers de manager, tout simplement. C'est-à-dire qu'on leur donne la fonction de soutenir, de motiver, de diriger les équipes vers un projet commun ou un but commun. Mais s'ils n'ont pas le temps, s'ils n'ont pas cette possibilité de le faire, effectivement, qu'on va se retrouver dans des situations qui vont être difficiles. Souvent, en tout cas, c'est des constatations que je peux faire lorsque je me rends dans diverses entreprises, c'est que les managers sont sur d'autres tâches, mais pas sur la tâche du management des équipes. Donc voilà, c'est donner la possibilité aux managers de manager tout simplement. Donc priorité aussi pour le manager. Tout à fait. Réalité. Valérie Langevin, alors vous me voyez sans doute venir, allez, je vais la faire quand même, ma question va être logique et simple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces risques psychosociaux, notamment dans le cadre du télétravail? Très concrètement, quelle démarche faut-il engager, peut-on engager? Donc pour prévenir les risques psychosociaux dans le cadre du télétravail, en fait, il faut mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux de manière générale. Donc, cette démarche de prévention des risques psychosociaux de manière générale passe par une identification des facteurs de risque auxquels sont exposés les salariés, mais aussi pouvoir repérer les facteurs de protection dont vous parlez.
On dispose d'une catégorisation des facteurs de risque psychosociaux qui est à l'image. Voilà, tout à fait, qui est bien pratique, qui est assez large, et donc si on l'utilise, on est à peu près sûr de rien louper en termes d'exposition potentielle, on va dire. Donc, on va pas citer tous ces facteurs de risque psychosociaux, on va peut-être juste en donner quelques exemples. Donc, parmi les facteurs de risque psychosociaux, il y a des rythmes de travail ou des rythmes de production élevés, le fait d'avoir des objectifs flous ou contradictoires, le fait de ne pas avoir suffisamment de marge de manœuvre dans la manière de réaliser son travail, le fait de ne pas pouvoir bénéficier d'entraide de la part du collègue ou d'être justement soutenu par le manager, on en parlait tout à l'heure. Un point aussi très important qui peut mettre beaucoup en difficulté les salariés, c'est l'impression de ne pas pouvoir faire un travail de qualité dont on est fier, ou d'avoir l'impression de ne pas faire un travail vraiment très utile. Et ça revient souvent. Ça, oui, ça c'est des points très importants à repérer. Héloïse Maillardet, pour illustrer le propos très précis de Valérie Langevin, merci pour cette présentation. Quelle démarche de prévention mise en place dans les entreprises que vous rencontrez? Est-ce que ce qui est théorique ici est très bien conçu? Est-ce que c'est mis en œuvre? Est-ce qu'il y a des difficultés? Alors, ce qui est mis en œuvre dans les entreprises, c'est très souvent une démarche de prévention des risques psychosociaux globale, c'est-à-dire une évaluation des facteurs de risque, et ensuite une section spécifique pour la prévention de cette forme d'organisation qui est le télétravail. Alors, dans les plans d'action qu'on retrouve pour le télétravail, pour prévenir les risques liés au télétravail, on va avoir donc de la formation des managers, donc manager à distance. On va avoir des chartes ou des guides du télétravailleur. Alors finalement, ça c'est un bon début de prévention. Mais il faut pouvoir l'accompagner ensuite pour que chacun puisse s'en saisir. Donc, nous, on va conseiller d'accompagner ces guides, de les faire prendre sur le terrain, de les expliquer et de les co-construire dans une démarche finalement d'amélioration continue. Et partagée. Et partagée, tout à fait. Docteur Martino Arbès, quelle est votre expérience au sein du groupe Safran? Qu'est-ce que vous avez été amené à mettre en place et comment vous l'évaluez? On a déjà un peu de recul, je crois. Oui. Ce qu'on constate, et ça depuis le début de la crise pandémique, mais ça a toujours été, même avant ces histoires de télétravail, ce qu'on constate, c'est que les équipes qui fonctionnent sont celles où le manager est proche de l'équipe, où il y a une confiance mutuelle et une réciprocité des attentions. Je tiens beaucoup à cette notion de réciprocité des attentions parce que c'est ça qui fonctionne. Et de toute façon, la confiance ne se décrète pas, on est d'accord. C'est tout à fait Jamais. ça. Ce serait trop facile. C'est pas marrant quand c'est facile, il paraît. Donc, c'est là que ça fonctionne. Et on a vu des équipes pendant le confinement qui étaient donc en télétravail permanent, ce qui n'est plus quasiment le cas. Il n'y a plus de télétravail permanent chez Safran. Il y a du 2-3 jours, un jour. Et là où les managers invitaient les équipes tout à fait régulièrement, de manière hebdomadaire, à faire un point, et un point informel, un point où on pouvait discuter du travail, mais pas que, en fait. Et en fait, il s'avère que quand on discute avec des collègues ensemble, souvent ça revient au travail, mais c'est ce temps informel d'échange sur le travail qui fait la qualité du lien, et du lien professionnel, et du coup la qualité du travail au final. Et on ne le dira jamais assez. Et en revanche, on a vu aussi des gens qui se retrouvaient complètement isolés. On parle d'autonomie et de marge de manœuvre, mais là, on était au-delà de l'autonomie, on était dans l'isolement total. Des personnes m'ont dit, je n'ai pas entendu parler de mon manager pendant 2 mois pendant le confinement. Et ça, c'est une erreur managériale. Et on dira que c'est de la méconnaissance, donc on doit former les managers qui ont cette responsabilité et qui ont parfois pas la connaissance. Et de manière beaucoup plus collective, nous sommes en train d'initier une démarche où la gestion des facteurs psychosociaux de l'équipe sera discutée au niveau de l'équipe avec le manager et à chaque niveau. Alors, je ne vous cache pas qu'il faut ramer fort parce que il y a du travail, il faut qu'on travaille et quand on discute des problématiques de l'équipe, on ne travaille pas.
Et donc, c'est passer ce cap où justement ça, c'est un temps de travail qui nous fera tellement gagner en plaisir au travail qu'on doit y aller. Donc, on met en place tout ce qu'il faut actuellement, tous les fondamentaux, le réseau, l'accompagnement, les formations des managers, mais aussi l'animation de groupes, d'échanges de pratiques managériales, et puis instaurer la confiance. La bonne santé des travailleurs, c'est un investissement. Ah, mais j'en suis convaincue. De toute façon, la bonne santé est un investissement de vie. Tout court. Et la santé au travail fait la bonne santé tout court. Des entreprises. Marianne Gauthier, je reviens un instant sur ce sujet précis. Je crois on y est tous sensibles. Je parlais de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, cette frontière très poreuse entre vie professionnelle et vie personnelle. Vous en avez tout à l'heure bien cité les avantages, mais aussi les inconvénients. En guise de prévention, comment est-ce qu'on anticipe ces situations? Comment on se prépare pour mieux gérer cette question de je me protège moi-même, je protège aussi ma famille, tout en faisant bien mon job? Alors peut-être une première chose, mais qui me semble finalement fondamentale, c'est d'organiser sa journée de travail à domicile, donc en télétravail, en se calquant finalement sur les horaires qu'on ferait au travail. Donc ça va permettre d'organiser en prévoyant des moments de pause qui permettent une déconnexion numérique, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, succéder, ne jamais quitter l'écran, avoir des réunions qui se succèdent en permanence, ça c'est épuisant et au niveau de la concentration c'est quand même compliqué. Et puis ça va générer d'autres risques, donc trop de sédentarité, de la fatigue visuelle, enfin tout un tas de choses. Donc voilà. Ensuite, ne pas hésiter justement pour pouvoir que les collègues qui ne vous voient pas soient au courant, d'utiliser donc la messagerie ou les moyens comme le chat pour indiquer ses horaires de travail, par exemple dans sa signature électronique, ou alors via le chat qui se développe, dire voilà, je suis en visio, je suis occupé, je suis absent, je suis joignable. Et puis, bien organiser aussi sa charge de travail, ses tâches, en les priorisant avec l'aide du manager, avec qui il faut faire des points réguliers. Et puis, aussi, c'est important, limiter le nombre de réunions à distance. Voilà. Ne pas se faire qu'on est sur une journée de télétravail, que des visios qui se succèdent, ça devient contre-productif. Donc, en fait, il faut pas se laisser déborder. Il faut bien s'organiser, essayer de faire un effort au démarrage pour se structurer et en se faisant aider par son encadrant. Avoir une hygiène de vie professionnelle. Oui. Finalement. Oui. Ce sont mes mots, c'est pas mais scientifique, mais c'est comme ça que je le traduis. Oui. Valérie, merci beaucoup. Valérie Langevin, comment est-ce qu'on communique en interne sur tous ces sujets et ces risques en particulier sans que ça soit tabou, parce que vous le dites un petit peu, ce sont des sujets où, attends, c'est pas du boulot, on a vraiment plein de trucs à faire, tu vas pas nous embêter avec. Quelles sont les ressources à mobiliser? Est-ce que vous avez des exemples d'outils, de techniques disponibles? Alors en fait, effectivement, le sujet est assez souvent, peut être tabou en entreprise, notamment aussi en lien avec les idées reçues qu'on a évoquées précédemment. Et on peut avoir des réticences à parler du sujet parce que c'est un sujet compliqué, les idées reçues font écran, on a peur d'ouvrir la boîte de Pandore, on a peur d'être débordé. Donc il est vraiment très important d'ouvrir un débat sur le sujet qui soit maîtrisé et constructif. Donc en apportant encore une fois une information sur ces risques, sur le fait qu'il existe des outils disponibles dans l'entreprise pour mettre en œuvre une démarche de prévention structurée et qu'il existe aussi des ressources extérieures dans l'entreprise. Alors justement, une question très pratico-pratique, vous me tendez une perche, comment est-ce qu'on oriente les salariés vers des interlocuteurs adaptés? Je vous pose la question à toutes les deux, mesdames. Agnès Martineau-Arbès d'abord. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est faire connaître le réseau interne. Parce que je ne vous cacherai pas que nous faisons des métiers quand même très confidentiels, on va dire, et que avoir le réflexe de solliciter le service de santé au travail quand on va mal au travail, c'est pas inné, en fait. Donc, on doit rappeler ça dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, on doit rappeler que le médecin du travail, le service de santé au travail, le psychologue du travail
sont là pour recevoir les gens qui se sentent en mal-être. Parce que le mal-être, c'est déjà une altération de la santé. Et qu'il vaut mieux commencer par le mal-être où la personne est encore au travail, plutôt que la laisser toute seule et la faire aboutir au burn-out dans son coin, parce qu'après, c'est difficile, c'est tellement difficile à guérir et à réparer, et où tout le monde y perd. Donc, c'est faire connaître le réseau d'intervenants et l'élargir au maximum, donner l'éventail du choix. C'est-à-dire que si on arme, entre guillemets, les instances représentatives du personnel à justement détecter et accompagner et à ne pas garder pour eux ces confidences, tout en restant dans la confidentialité de ce qui a été dit, mais signaler que la personne est en difficulté pour pouvoir la faire rentrer dans un réseau de prise en charge, c'est fondamental. Donc, les instances représentatives, les fonctions ressources humaines, les managers, évidemment, les services de santé au travail, et puis n'importe quel collègue, s'il a reçu l'information qu'il y a un réseau dans l'entreprise qui peut prendre en charge une personne qui semble en difficulté, ben, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on oriente vers ceux qui savent et qui diagnostiquent. Un réflexe à acquérir ou à renforcer. C'est sans doute déjà acquis dans beaucoup d'entreprises, bien sûr, mais à renforcer. Acquérir et renforcer. Je pense que vous n'allez pas nous contredire, madame. Pas du tout. Il faut que votre téléphone sonne souvent. Alors oui, effectivement, il faut rappeler que les salariés peuvent demander à tout moment une visite médicale à leur demande, mais finalement orienter le salarié sous-tend de la confiance envers le manager, parce que c'est pas si facile que ça de dire qu'on est en difficulté. Et lorsque le salarié indique qu'il est en difficulté, il va falloir accueillir aussi cette difficulté, c'est-à-dire que avant d'orienter, il faut provoquer une discussion, il faut avoir une discussion, et ce moment-là est très important, de pouvoir connaître quelles sont les difficultés du salarié, quels sont les facteurs finalement qui engendrent cette difficulté, et que le salarié se sente écouté et soutenu. Et ensuite, on va orienter vers le médecin du travail, vers les ressources humaines, vers divers Agnès Martineau-Arbès, que fait le médecin du travail sur la question de l'organisation du travail après le retour dans l'entreprise? On a pu entendre un certain nombre de témoignages ces dernières semaines sur la difficulté, l'appréhension de certaines personnes à revenir sur site. Oui. Alors, le rôle du médecin du travail, c'est non seulement de prendre en charge la personne. Alors, quand on fait des visites médicales réglementaires, la personne va bien, elle est au travail. Mais on parle de ces visites à la demande où la personne a des difficultés qui la laissent réticente. Donc, on a deux rôles. Enfin, on en a plusieurs, mais on a deux rôles principaux par rapport à la question que vous venez de poser. C'est écouter le besoin, être attentif, écouter le besoin et agir. J'insiste. L'écoute ne suffit pas. Dans nos métiers, nous sommes payés pour faire quelque chose et d'efficace. C'est de professionnel. C'est juste notre job. Donc, on prend la personne en charge et ensuite, on va l'accompagner dans sa réinsertion, dans son poste, dans son retour à l'emploi. Et pour l'accompagner, on doit absolument avoir une action sur le milieu de travail. De la même manière que quand quelqu'un a eu un accident ou une maladie avec une difficulté temporaire ou pas et revient au travail, on fait un aménagement physique du poste, on met des tables élévatrices, on capote une machine trop bruyante, ce que sais-je encore. Et bien là, dans ces situations psychosociales, on doit faire de l'aménagement psychosocial. Autrement dit, on doit aménager l'organisation du travail. Donc ça passe évidemment par l'accord de la personne, on est tenu au secret, mais un médecin peut toujours interagir sans nommer quiconque et agir sur l'organisation du travail sans nommer quiconque. Et c'est notre job. Et on doit l'assumer et donc aller voir comment cette personne peut avoir un aménagement d'activité ou dans l'équipe, comment se fait l'aménagement d'activité, comment ça se fait l'aménagement du temps de travail, comment se font les projets, comment se font les rencontres interindividuelles entre le manager et le collaborateur, avec le RH aussi pour tout ce qui est organisation du temps de travail, de la charge, etc. Donc, c'est cet accompagnement qui mettra la personne en sécurité psychologique. Et sans ça, ils peuvent ne jamais se sentir en sécurité psychologique. Or, c'est le primum movens. La personne doit se sentir accompagnée en sécurité.
Et c'est un travail, mais c'est un travail qu'on doit faire. Merci pour toutes ces précisions. Élodie Maillardet, un point encore en termes d'organisation pour vous-même, pour vos services. Comment intervient le ou la psychologue du travail dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire ? Alors, le psychologue du travail intervient à la demande du médecin du travail, puisque toutes nos actions sont animées et coordonnées par le médecin du travail. Et donc, il va nous solliciter pour intervenir dans une entreprise. Et en fonction, on va pouvoir sensibiliser l'entreprise aux risques psychosociaux. On va également l'accompagner dans sa démarche de prévention des RPS via l'évaluation, l'accompagnement de l'évaluation des risques psychosociaux et également l'accompagner dans la rédaction de son plan d'action. Et à un niveau individuel, on peut également intervenir. Donc, le médecin du travail va nous solliciter pour recevoir un salarié qui se trouve en difficulté. Mais en tant que psychologue du travail, on va juste le soutenir et l'écouter. Nous ne sommes pas thérapeutes. Mais tout ceci est très bien fléché, c'est surtout ça, est très bien structuré dans l'organisation et la prise en charge des personnes. C'était aussi ça que je voulais que vous puissiez bien nous reformuler. Alors j'aurais évidemment 1000 questions encore, mesdames, à vous poser, mais l'horloge est impitoyable, je la guette de temps en temps. Merci à vous, en tout cas, vous êtes passionnante. Je vous propose à ce stade, comme on l'avait promis, de prendre quelques questions de notre public. Alors il y en a pas mal, hein. Beaucoup de sujets ont déjà été abordés, donc évidemment je ne peux pas prendre toutes vos questions, vous me pardonnerez. J'en sélectionne quelques-unes qui viennent compléter finalement cette conversation qu'on a déjà pu avoir. Je note par exemple la question qui a réellement le rôle pour gérer les RPS, le manager, le RHE, le service de santé ou HSE, qui répond, qui se saisit. Je formule comme c'est écrit, d'accord, pour ne pas trahir les propos de nos... Eh bien, écoutez, c'est tout ce monde-là, en fait. C'est pluridisciplinaire parce que c'est un risque tellement complexe, comme vous le disiez, qu'il est important qu'on se mette tous autour de la table pour en parler et qu'il y ait, justement, dans ces démarches de prévention, des comités de pilotage de la démarche de prévention où il y ait des représentants du personnel, des représentants des managers, le service de santé, les RH, le directeur d'établissement, c'est lui le représentant de l'employeur, donc le responsable du risque. On doit se mettre autour de la table tous ensemble parce qu'on a chacun une partie à jouer dans ces situations-là. Donc, il n'y a pas de leader particulier, on a tous une pierre à apporter. Je vous en prie. Madame Langevin. Donc, l'employeur porte la démarche, puisque c'est lui qui est responsable de la santé et sécurité des salariés. Donc, c'est lui qui porte en quelque sorte... À la fin, c'est toujours lui. À la fin, c'est toujours lui qui porte... Messieurs et mesdames les dirigeantes. Voilà. Et effectivement, après, la démarche de prévention se fait en lien avec le CSE ou la C2SCT quand elle existe dans l'entreprise, et puis en associant aussi le service de prévention et de santé au travail. L'employeur porte la démarche. Alors justement, on parle des employeurs. Comment inciter les employeurs à mieux former les managers? Car souvent, les managers de proximité, ce sont eux qui ont un niveau de RPS encore plus élevé, car ils se sentent parfois démunis, ce que vous disiez, madame. Donc, je reformule avec les propos de la personne qui nous interroge. On peut réinsister là-dessus. Comment on fait parfois comprendre aux dirigeants que c'est aussi important de s'occuper de cette question de formation, de donner toutes les clés, tous les outils aux managers pour qu'ils puissent agir correctement? Alors, les dirigeants sont souvent, c'est leur fonction, pilotent beaucoup par les chiffres et les indicateurs. Il n'y a qu'à lire toutes les enquêtes qui sont sorties depuis 2 ans et demi pour avoir des arguments fondamentaux sur il faut prendre ce risque en compte en France et partout dans le monde. C'est aussi simple que ça. On a une perte du sens au travail avec des démissions, du turnover, des gens qui sont présents mais qui ne travaillent quasiment plus, des départs, des absences, un absentéisme qui s'élève dans tout un tas de situations, absentéisme maladie, et vous savez que là, en France, l'absentéisme maladie ordinaire, je veux dire, a pour 30% des cas une cause professionnelle. Ça va mieux en le disant. Quand on connaît le taux d'absentéisme de certains sites, quels qu'ils soient, de certaines entreprises, et qu'on compte 30% de l'absentéisme lié au travail qu'on pourrait
qu'on pourrait prévenir grâce à des actions bien menées, je pense que c'est un argument qui, en général, surtout si on le transforme en euros, et ça c'est facile, on sait combien coûte un salarié, coûte l'absentéisme à une entreprise, hein, on le sait très bien. Alors, pour ceux qui ont oublié, c'est en moyenne 4 000 € par salarié et par an pour une entreprise. 4 000 € par salarié par an. Donc, comptez, si vous avez 10 salariés, combien vous coûte l'absentéisme. Et 30% de ça, lié au travail que vous pourriez modifier. Marianne Gauthier, vous souhaitiez compléter? Je vous ai vu opiner oui, du chef je suis tout à fait d'accord. Peut-être aussi ne pas hésiter à informer, réinformer les chefs d'entreprise, les personnes en responsabilité sur ce que sont les risques psychosociaux. Ce que nous faisons d'ailleurs ici. Exactement, et l'infographie qui a été diffusée au démarrage là est assez parlante, je trouve, puisqu'elle montre bien quels sont les risques psychosociaux et les conséquences sur la santé. Et parmi celles-ci, il y a les risques cardiovasculaires, mais aussi des troubles musculo-squelettiques, les risques liés à l'anxiété, à la dépression et le burn-out. Enfin, et en fait, ça, ce sont des maladies qui sont quand même relativement fréquentes et qui ont un coût, qui provoquent de l'absentéisme. Donc, effectivement, ça fait le lien directement avec ce que vient de dire le docteur Martineau. J'ai l'impression que seul le salarié est visé du fait d'une vulnérabilité. Il y a des guillemets, le problème viendrait de son incapacité à organiser son temps de travail, c'était entre parenthèses. Mais quelles sont les mesures de prévention collective agissant sur l'organisation du travail? C'est peut-être pour vous, ça. Oui, je le sens bien. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a il y a une tendance à individualiser les risques psychosociaux. On revient finalement aux idées préconçues que c'est l'individu qui est en situation de stress. Et je l'entends. Oui, mais cette personne, elle est tout le temps stressée. Il n'est donc pas capable de supporter la pression, voilà, de s'adapter. Exactement. Nous, notre rôle, en tout cas en tant que psychologue du travail, c'est d'intervenir sur le collectif, sur l'organisation du travail, et c'est ça notre rôle lorsque on va accompagner à un plan d'action. On agit sur le collectif, on n'agit pas sur de l'individuel. De toute façon, si on agit sur de l'individuel, on n'aura pas grand résultat finalement. On aura plus de résultats d'agir sur le collectif de travail et d'agir par exemple sur la formation des managers. Et pour revenir à la question d'avant, c'est également se saisir de ce plan d'action qui a été co-construit. Normalement, ça vient des personnes qui sont sur le terrain, et donc se saisir de ce plan d'action pour justement amener à une formation des managers par exemple. Quels indicateurs utiliser pour évaluer les RPS en entreprise? Constate-t-on une évolution de ces indicateurs ces dernières années? L'entreprise dispose d'un certain nombre d'indicateurs de dépistage des risques psychosociaux. On y a d'ailleurs consacré une brochure à l'INRS. Donc il existe à la fois des indicateurs liés au fonctionnement de l'entreprise, la productivité, la qualité, le fonctionnement des instances représentatives du personnel, etc. Puis des indicateurs liés à la santé, sécurité. Donc ça, c'est une première manière à la fois d'avoir ces indicateurs de dépistage et après de suivi une fois qu'on aurait mis en place un plan d'action. Et ensuite, pour pouvoir suivre ces risques psychosociaux dans les entreprises, il faut en faire l'évaluation une fois par an, avec l'intégration dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors justement, j'avais une question. Comment intégrez-vous les RPS dans le document unique? Alors, on a pas préparé, c'est en direct. On a élaboré des outils à l'INRS pour aider les entreprises à faire ce travail-là. Donc, on s'est basé sur la catégorisation des facteurs de risque psychosociaux qu'on a vu au début de l'émission. Donc, on a un outil qui s'appelle l'outil RPSDU, qui est plutôt à destination des plus grandes entreprises. Et on a un peu un outil équivalent pour les plus petites entreprises de moins de 50 salariés qui s'appelle l'outil Faire le point RPS. Donc, ce sont des outils qui se veulent autoporteurs. Donc, les entreprises peuvent se saisir de ces outils et procéder à l'évaluation des risques psychosociaux. Mesdames, pourquoi parle-t-on de risque et non de trouble? RPS semble réunir à la fois la cause et l'effet finalement.
C'est une belle question d'ouverture, oui, ça. Oui, j'aime beaucoup. C'est un beau sujet scientifique. Si vous permettez, Oui. okay. Alors, pourquoi on parle de risque? Alors, initialement, la DARES avait sorti son rapport en parlant de facteurs psychosociaux de risque. C'est quand même différent. Parce qu'il y a des facteurs psychosociaux de risque, il y a des facteurs psychosociaux protecteurs. D'accord? Donc, la DARES a eu ce génie, je trouve, de catégoriser, ce qui nous permet à nous, dans le concret, parce qu'on est au charbon quand même, de parler un langage commun quand on fait une démarche de prévention des risques psychosociaux. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans notre société Safran. On s'est basé sur les facteurs de la DARES, les catégories psychosociales de risque ou protectrices. Et c'est ce qu'on mesure avec un questionnaire que beaucoup de services de santé connaissent, c'est le questionnaire Everest adapté à l'aéronautique, et on a le même avec Airbus, en l'occurrence, et Ariane. Donc en fait, on mesure les 6 catégories de la DARES, et ça nous permet de voir sur une équipe donnée, une population donnée, ou sur un individu donné pendant la visite médicale, de savoir s'il est en stress au travail et en difficulté au travail, parce que le stress au travail est la conséquence de ces facteurs de risque. Si c'est à cause de l'intensité du travail, des exigences cognitives, de la charge cognitive du fait du travail, le trop de travail, l'intensité du travail, les injonctions contradictoires, le déséquilibre privé-vie pro, c'est la première catégorie. Ou si c'est au contraire le conflit de valeurs, ou le manque ou l'excès d'autonomie. Je suis en train de vous réciter la leçon des catégories de facteurs psychosociaux. Mais si vous voulez faire de la prévention, vous devez à un moment donné connaître cette liste, parce que grâce à cette liste de 6 facteurs, ça fait 6 lignes à retenir, vous pouvez interroger un individu, un petit groupe ou un grand groupe sur son état psychosocial. Et ça, c'est majeur. C'est majeur pour ensuite discuter des résultats et élaborer ensemble, au plus près du terrain, les plans d'action. Alors, je vous les redonne, je peux? C'est la petite affiche que vous donniez tout à l'heure. Les exigences mentales au travail, cognitives. Les exigences émotionnelles, la tension, pourquoi j'ai peur d'aller au travail, pourquoi il y a des conflits, pourquoi ça me fait peur, pourquoi je subis des tensions. Les conflits de valeurs, est-ce que je suis en accord avec les valeurs de mon entreprise, est-ce que j'ai l'impression de faire un travail de qualité, et si j'ai l'impression de faire un travail bullshit, je suis en conflit de valeurs. C'est ni fait ni à faire, voilà ce qu'on entend, c'est ni fait ni à faire, je fais tout trop vite, j'ai pas le temps de me poser sur les sujets, Enfin, c'est la vraie vie, ça. Ensuite, on a évidemment le plus important, la qualité des relations au travail, la qualité des relations de travail, le soutien, la reconnaissance, la justice organisationnelle. Enfin, ça, c'est fondamental aussi. Donc, voilà, revoyez ces 6 catégories de facteurs et utilisez les outils de mesure. L'INRS en a mis à disposition, il y a Everest, enfin, il y a des outils très bien. Et encore une fois, désolée, je radote, c'est de mon âge, ne vous contentez pas de mesurer, agissez. Et agissez au plus près du terrain. L'art de la pédagogie, c'est la répétition, madame. Merci. Il fallait bien que je trouve une pirouette. Merci pour toutes ces contributions, beaucoup de questions. J'espère qu'on a répondu à un maximum de vos interrogations. Bien sûr, on ne peut pas répondre à tout. Vous êtes quand même plus de 2500 à participer à cette émission. C'est juste énorme. Merci infiniment. On atteint quasiment la fin de cette émission déjà. Une dernière interpellation toute simple mais importante, mesdames, si vous en êtes d'accord. Si en tant qu'entrepreneur, préventeur, salarié ou encore responsable RH, je devais à minima retenir une seule idée forte de ce dialogue qu'on a eu ensemble, et il était très agréable avec vous, quelle serait-elle ? Je ne sais pas avec qui je commence. Allez, ça tombe sur vous. Marianne Gauthier, par hasard. Alors moi, je vais être très concrète. Soyons-le. Donc je me dis, si on peut conseiller aux télétravailleurs d'organiser sa journée de télétravail telle qu'elle est organisée au travail, en respectant les horaires, en essayant d'avoir des temps de pause, en s'organisant. Je trouve que ça peut l'aider quand même à ne pas se laisser déborder et à bien vivre son télétravail. Merci pour ce conseil concret. Agnès Martineau-Ardès. Alors, je vais vous dire tout simplement que le meilleur facteur de prévention, c'est de discuter du travail avec son équipe et son manager. Discuter de votre travail, de son organisation et de la priorité des tâches. Héloïse Maillardet. Ce serait effectivement l'importance du lien social. Et une deuxième chose, ce serait le télétravail. Oui, pourquoi pas, mais pas à 100%. Valérie Langevin, c'est vous qui avez le mot de la fin. Non, responsabilité. Une idée forte. Oui.
Moi, je pense que c'est important de rappeler que la prévention des risques psychosociaux dans le cadre du télétravail doit se faire en lien avec la prévention des risques psychosociaux de manière générale. Ça permet de rassurer un peu. C'est une configuration particulière de l'organisation du travail. Il faut la prendre en compte quand on évalue les risques et quand on intègre cette évaluation des risques dans le document unique. Donc voilà, ça, je crois que ça a un côté un peu rassurant. On retrouve sur des bases qu'on connaît bien. Et pour faire ce travail-là, le catalogue de l'INRS est bien fourni. On a cité 2 outils précédemment. On a aussi des supports pour aider les managers à agir au quotidien en prévention des risques psychosociaux. Mais il y a plein de ressources sur le site de l'INRS. Donc voilà, je pense que c'est de nature à rassurer pour agir en prévention sur ces risques. Et ne jamais hésiter à appeler des professionnels de prévention de santé. Je crois qu'on peut aussi rajouter, allez, ce sera ma contribution. Alors, mes chers invités, elle ne vaut que ce que... Ça n'engage que moi. Il me reste surtout à vous adresser de très chaleureux remerciements pour votre participation, mesdames, à cette émission consacrée à la thématique des risques psychosociaux aujourd'hui, plus particulièrement, vous l'avez compris, dans le cadre du télétravail. On a notamment retenu tous ces conseils très importants que vous avez formulés pour bien prendre en compte les nombreux risques, mieux prévenir la santé psychologique des salariés, des travailleurs en général. C'était un vrai bonheur de dialoguer avec vous. Il y a aussi du plaisir au travail, il y en a souvent, et c'est aussi à noter. Mesdames et messieurs, soyez vous aussi remerciés pour votre attention, votre participation, vos contributions à travers toutes les questions, interpellations dans le cadre du chat. Vous étiez, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 2500 à vous intéresser à cette émission. C'est tout simplement super. On vous remercie de cette attention. Vous aurez dans quelques jours un lien avec un questionnaire. C'est important d'évaluer l'émission, ce que ça a pu vous apporter. Prenez quelques secondes pour répondre à ce questionnaire. Vous pouvez évidemment vous connecter en permanence. Vous connaissez sans doute le site de l'INRS, www.inrs.fr. Il est bourré d'informations utiles, de documents très bien faits, toujours à jour. Vous pouvez y retrouver les replays de toutes les émissions, notamment celle-ci. Vous aurez d'ailleurs une information par courrier électronique qui vous dira à partir de quel moment ce replay sera disponible. N'hésitez pas à en devenir des ambassadeurs. C'est important de partager toutes ces informations utiles qui nous ont été révélées ce matin. Vous y trouverez aussi l'agenda, parce qu'il y a énormément d'événements sur beaucoup de sujets qui touchent à la santé, à la sécurité de l'ensemble des travailleurs. Bref, de très nombreuses ressources disponibles, toujours pour vous aider, vous accompagner dans vos missions. Un grand merci à l'INRS, à toutes les équipes techniques qui ont contribué à la réalisation de cette émission, y compris sur ce plateau. À très bientôt pour de nouveaux débats. D'ici là, continuez de bien prendre soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. À très bientôt.